Ça y est, j'ai le top. Alors, donc je vous présente un projet qui est en début de parcours, qui vise à mieux comprendre les décors peints donc sur mur et sur plafond. Donc, on va dire les décors peints dans un contexte monumental, décors dits ornementaux, principalement probablement à la période gothique, même si la base est susceptible d'accueillir des choses plus larges que ça, mais c'est quand même plutôt à cette période-là que nous avons des occurrences, en tout cas pour l'instant. Enfin, pas que nous avons des occurrences, que nous travaillons les uns et les autres. Voilà. Alors, le terme ornemental, non pas ornemental, mais les décors d'ornement. Donc dans le cadre présent, nous utilisons ce terme pour distinguer les décors ou les parties de décors qui ne sont pas figuratives ou très peu figuratives. Donc on va dire qu'on peut inclure des végétaux, des animaux, lorsqu'ils n'ont pas ou très peu. Il y a toujours des frontières qui sont délicates, mais pas ou très peu de valeur narrative ou iconique. Alors ce projet, il a pour racine mes premiers travaux de recherche, donc il y a presque 20 ans déjà, sur la polychromie architecturale dans les églises gothiques de Picardie. C'est un exemple là que je vous montre, donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de motifs. Donc la Picardie qui n'existe plus, bien sûr, qui aujourd'hui fait partie des Hauts-de-France, et donc c'est principalement sur les départements de l'Oise, l'Aisne et un petit peu la Somme que j'ai travaillé. J'ai repéré donc au moment de mon master et de ma thèse des décors dans environ 250 églises sur les 500 que j'ai pu visiter. Et finalement, ma thèse n'a porté que sur une petite partie de ces décors. Et j'en ai beaucoup dans les cartons, qui sont donc inédits pour la plupart. Et donc devant cette masse, je me suis rendu compte il y a longtemps qu'il me fallait absolument un outil informatique suffisamment spécialisé, suffisamment précis pour enregistrer tout ce que j'avais pu voir et surtout les interroger de façon pertinente. Donc clairement, c'est la base de données qui est l'outil iDouane. Et c'est finalement il y a 6 mois que j'ai commencé à créer cet outil, donc grâce à un congé de recherche, un CRCT, qui m'a dispensé de cours pendant 6 mois. Alors, mon projet, c'était que la base soit prête avant de commencer ces 6 mois et de la remplir, pas les 250, mais peut-être une centaine de décors pendant 6 mois. J'ai évidemment pas du tout fait ça parce que les informaticiens qui étaient très enthousiastes au début de mon université, de Montpellier, qui devaient m'aider, finalement, n'ont pas plus de budget ni de temps que moi, et donc n'ont pas pu m'aider. Et donc, j'ai fini par me tourner assez rapidement vers un outil gratuit qui est proposé par la TGIR, c'est-à-dire la très grande infrastructure de recherche Humanum. Donc ça, c'est vraiment une très grosse plateforme qui est pilotée par le campus Condorcet à Paris, dans le nord de Paris, qui propose donc des outils gratuitement au monde de la recherche, et donc pour les sciences humaines, pour le cas de Humanum. Cette base de données s'appelle Eurist. C'est un outil qui a été développé par un Australien qui vit en France aujourd'hui et cet Australien a été archéologue. Il a développé cette base au départ pour l'archéologie, mais elle est aussi beaucoup utilisée par des musées, des historiens. Voilà. Et donc elle est aujourd'hui proposée gratuitement. C'est une sorte d'ensemble de briques. Enfin, je vais vous montrer ça tout à l'heure. En tout cas, c'est très utile. Alors, j'ai donc créé cette base moi-même et sans informaticien, ce qui m'a évidemment pris du temps. Mais ce qui est surtout, ce qui a été formidable, c'est qu'assez rapidement est apparue l'opportunité de collaborer pour la création et l'utilisation de cet outil avec des collègues qui partageaient les mêmes besoins que moi, c'est-à-dire organiser, traiter des données nombreuses, généralement peu considérées, donc sur les motifs ornementaux peints dans les édifices. Donc soit qu'ils apparaissent en lien avec des scènes figurées, soit qu'ils forment à eux seuls, les éléments d'un large décor. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai travaillé sur la période gothique, donc le 12e, 14e. Ça restera probablement le cœur du sujet, mais il est tout à fait possible d'inclure des corpus d'autres époques, donc de l'époque romane, voire antérieure à l'époque romane, postérieure aussi,
Alors, bon, la période moderne, je ne sais pas très bien si ça s'y prête, mais en tout cas, tout ce qui est néo-gothique, roman, il y a déjà des gens qui ont suggéré qu'ils avaient des choses à y rentrer. Donc, dans ce cadre-là, la RCPPM est un partenaire très précieux parce qu'il y a eu beaucoup d'enthousiasme de la part des membres de la RCPPM dès le début, et aussi le GRPM, le groupe de recherche sur la peinture murale, donc qui travaille plus spécifiquement sur les décors peints sur mur. Et donc là aussi, il y a des gens qui travaillent depuis très longtemps sur la peinture murale, qui ont enregistré tous ces décors et qui ne savent pas trop quoi en faire, en fait, pas trop comment les valoriser et les mettre en lien. Donc, et il y a aussi, oui, il faut que je dise des archéologues, en particulier une archéologue de l'INRAP, qui elle aussi enregistre depuis des années un tas de décors et qui voudrait les mettre quelque part et qui va aussi faire partie de ce projet. Donc l'objectif, c'est d'avoir un outil qui va permettre à chacun de gagner du temps dans l'étude sérielle des corpus, mais aussi de mettre en relation tous ces corpus qui sont dans différents endroits de France. Alors évidemment, moi j'ai été très étonnée et assez stimulée par ce soutien, parce que finalement c'était un projet que j'avais conçu comme étant individuel, mais ça m'a vraiment incité à développer la base et au-delà le projet en le pensant bien au-delà de mon intention première. Et maintenant, il m'apparaît que c'est cette dynamique de groupe qui va donner une ampleur assez inattendue à cette base et aux études qui en découleront. Donc nous sommes en train déjà de réfléchir à la tournure qu'il faut donner à ce projet dans les mois et les années à venir, avec bien sûr des demandes de financement adéquates, parce que sans financement, nous n'allons pas... Enfin, on pourra sans financement, mais évidemment, on ira beaucoup plus lentement. Donc on est déjà en train de réfléchir à ça. Pour l'heure, je vous présente surtout le premier pas donc, de ce projet, qui est cette base conçue dans l'outil Eurist. Alors, Eurist, hop, voilà, je ferme tout ça. Donc ça se présente comme ça, c'est assez... Ah, ça ne marche pas. Alors. Il n'y a plus d'image. Non, on ne sait pas pourquoi. Bon, c'est pas grave, je vais vous en parler sans image, le temps que ça revienne. Si, non, il n'y a pas de raison. Alors, je vais continuer à parler. Donc, la base, elle est conçue pour servir dans toutes les dimensions de la discipline de l'histoire de l'art. Donc, les champs, qui sont nombreux, vous allez le voir, je ne peux pas tout vous montrer, mais ils sont nombreux, sont conçus pour être en mesure de retrouver des motifs spécifiques, mais aussi leur emplacement au sein d'un édifice et d'un décor particulier. Ils sont aussi conçus pour comprendre l'organisation globale d'un décor, donc l'articulation des motifs entre eux. Également pour rechercher dans des zones géographiques particulières qui sont définies à la fois dans un découpage contemporain et dans un découpage médiéval. Donc on peut interroger par département, par commune bien sûr, mais aussi par diocèse ou par circonscription laïque. On peut bien sûr chercher dans une chronologie spécifique, ça j'en reparlerai dans quelques instants. Et bien sûr, tous ces champs peuvent faire l'objet d'interrogations croisées, soit pour les chercheurs qui vont rentrer les éléments donc, directement dans la base, soit pour les extérieurs par l'intermédiaire d'un site internet qui est conçu directement à partir de la base. Donc ça, évidemment, tout ce qui est technique, ce sont des briques. Eurist est conçu comme des briques qui sont paramétrables à l'envie. Donc on peut paramétrer avec des choses qui sont déjà prédéfinies, ou alors on peut créer des choses tout à fait nouvelles. Alors moi, je ne suis pas informaticienne, donc j'utilise ce qui est prédéfini, mais il y en a déjà une infinité. Et après, des informaticiens peuvent vraiment créer un programme à partir de ça pour que ce soit plus joli et plus agréable. Voilà. Pour l'instant, c'est assez brut, mais ça marche. Alors, je peux toujours pas vous montrer d'image, mais c'est pas grave. Donc, la base est pensée du général au particulier, donc de l'aire d'étude au motif, avec des boîtes imbriquées. Donc, dans chaque aire, il y a des édifices, dans chaque édifice, des décors, parce qu'évidemment, on est susceptible d'avoir plusieurs décors à des endroits différents ou superposés dans un même édifice. Dans chaque décor, donc chaque décor est bien sûr décrit, localisé, resubdivisé en motifs, et enfin chacun des motifs est relié à un type.
Et donc la définition de ces types va nous permettre, j'espère, d'établir un vocabulaire. Et donc ce vocabulaire est pensé pour l'instant en arborescence, de façon... alors c'est pas encore un thésaurus, parce que l'outil Eurist, pour l'instant, ne travaille qu'en arborescence simple, mais il est prévu donc, par le créateur de cette base que j'ai rencontré, qui est un Australien, il n'est pas très loin, donc je le connais maintenant. Il est en train d'introduire un thésaurus à l'intérieur d'Eurist, donc j'espère que bientôt on va pouvoir aussi, parallèlement à l'enregistrement de tous ces décors et leurs éléments, établir un thésaurus de motifs décoratifs. Alors c'est assez difficile, on a commencé des discussions, c'est assez difficile de mettre des mots sur tous les motifs, mais en tout cas on va faire au mieux. Alors la question de la chronologie, ça c'était une question qui me taraudait particulièrement parce que on sait en histoire de l'art à quel point les datations purement stylistiques peuvent s'enliser dans des raisonnements circulaires. Donc voilà, je ne voulais pas me retrouver avec une base où chaque chercheur, moi ou d'autres, allait dire voilà, tel décor, telle date, et puis on ne sait pas pourquoi. Parce que c'est souvent ce qu'on trouve dans les bases. Si vous allez sur Pop, vous avez tel décor, voilà, au siècle près. Bon, c'est un petit peu utile, mais finalement toujours assez décevant. Donc, en l'occurrence, j'ai pensé... être absolument transparente. En fait, ça c'est l'objectif, être absolument transparente sur les critères de datation. Donc, il y a plusieurs champs qui permettent de rentrer des critères de datation, donc des critères archéologiques, des critères historiques, héraldiques, enfin des inscriptions, donc tous les champs qui sont relativement solides entre guillemets par rapport à une étude stylistique. Et il y a donc on rentre des dates et puis ces champs sont il y a un calcul qui est fait et qui sort l'intersection, on va dire, de ces critères qui sont je dis toujours relativement mais relativement solides. Et il y a un autre champ qui permet de proposer une datation fondée sur des comparaisons stylistiques avec une argumentation. Ce qui veut dire qu'au moment où un chercheur va consulter cette base, eh bien, il pourra savoir sur quoi est fondée la datation. Donc, quelle est la datation à laquelle on peut aboutir avec des critères solides, quitte à ce que cette datation soit entre le XIIIe et le XIXe siècle, si on n'a pas plus solide. Et puis, la datation qui est proposée par le chercheur qui argumente, et évidemment qu'on peut à tout moment remettre en question avec une nouvelle argumentation. Voilà, donc c'est la transparence qui est recherchée de façon à servir d'outil aux chercheurs futurs, de façon à ce qu'ils puissent vraiment se saisir de ça. Alors, dans les boîtes, les fenêtres d'enregistrement les plus générales concernant les édifices et les décors, il y a des champs qui sont identiques à ceux utilisés par les services de l'inventaire en France. Ce qui va permettre, donc on a travaillé en tout cas avec le service de l'inventaire des Hauts-de-France, ce qui va permettre à ces services de l'inventaire de moissonner la base, en particulier ces champs qui correspondent aux leurs, et de créer des fiches dans leur propre base qui pourront par la suite être reversées dans Pop. Donc ça veut dire qu'il pourra à terme y avoir des fiches qui seront issues de cette base, qui seront dans Pop, mais nous n'allons pas passer par Pop. Donc c'est un cheminement inverse qui sera fait. En fait, cette base Ornamentum est beaucoup plus détaillée que ce qu'on peut trouver dans les bases de l'inventaire et de Pop pour la question de l'ornement. Au début, j'avais pensé m'inclure simplement dans une base de l'inventaire, mais ça ne correspondait pas du tout au champ de recherche dont j'avais besoin. Alors, outre la précision sur les décors et sur les motifs qui les composent, la base inclut des données bibliographiques. Ça aussi j'y tiens parce que quand on voit des fiches sur Pop, on ne connaît pas la bibliographie, donc c'est toujours faut tout refaire derrière. Donc là, la bibliographie sera donnée, à la fois la bibliographie la plus importante sur l'édifice et surtout la bibliographie sur les décors, quand elle existe, parce que souvent elle n'existe pas, mais enfin quand elle existe, elle sera notée. Et tout ça sera fait avec un outil gratuit qui s'appelle Zotero, un outil bibliographique qui est synchronisé avec la base Eurist. Donc ça nous fait une autre base à remplir, mais avec des liens qui sont faits très facilement. Et pour le stockage des images, alors là aussi c'est une question qu'il a fallu étudier précisément. On peut mettre des images directement dans Eurist, mais ça n'est pas la solution la plus stable et la plus pérenne. La solution la plus pérenne, c'est d'utiliser un autre outil d'Humanum qui est Nakala. Alors Nakala, c'est un
Non, je ne peux toujours pas vous le montrer. C'est un entrepôt de documents qui a comme qualité d'être pensé pour être aussi pérenne que possible pour des documents informatiques. Alors évidemment, ça reste des documents informatiques, mais voilà, l'objectif, c'est que ça puisse rester longtemps. Nakala demande une indexation précise. Alors, ça prend du temps, mais une fois qu'une image est dans Nakala, elle est vraiment bien stockée et Eurist peut aller chercher, c'est très simple, on met un lien, Eurist va chercher les images dans Nakala. Donc, ça veut dire que finalement, ces décors seront documentés d'un point de vue bibliographique, d'un point de vue d'image et avec toutes les informations qu'on a besoin d'interroger de façon assez précise. Voilà, donc avec ces outils, nous avons un espace certes un peu complexe, mais en tout cas solide pour conserver nos données, les mettre en lien les unes avec les autres, les interroger selon nos besoins, puisque donc, les champs sont vraiment conçus pour nos besoins spécifiques. Voilà, donc la prochaine, donc la base, pour l'instant, il n'y a pas... Ah, ça y est, miracle. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de décors qui sont enregistrés parce qu'elle n'était pas très stable jusqu'à récemment et donc j'ai un peu perdu des textes que j'avais faits. Donc j'attends un peu qu'elle soit complètement stable et testée pour vraiment plus la remplir. Voilà, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc ici, donc, des édifices. On peut choisir soit de montrer des édifices ou bien... où est-ce qu'il est ? Voilà, des motifs, par exemple. Voilà, donc on a différents motifs. Ça, c'est la base avec des enregistrements, donc avec des outils de recherche. Populate, c'est pour remplir. Le design, donc ça, c'est pour la créer. Et ici, donc le site internet, qui n'est pas encore en ligne, parce qu'il est encore trop peu rempli, mais ça ressemblera à ça. Donc ça, le design pourra changer tout à fait quand il y aura un informaticien qui nous fera des choses plus jolies, mais ça marche déjà assez bien. Avec ici, donc une carte. Ça, vous connaissez bien l'RCPPM, puisque vous avez déjà des outils de ce genre-là. Donc avec là les décors qui sont enregistrés. Donc ça, c'est rechercher des décors, c'est un onglet où on peut chercher des décors. Avec ici, alors c'est un peu petit pour l'instant, mais des champs par région, département, diocèse médiéval, circonscription laïque, type de décor. Voilà, donc on a défini des types d'édifices. On pourra aussi interroger selon si c'est religieux ou laïque, si c'est des abbayes cisterciennes ou des paroissiales. On pourra demander ça très précisément. Destination du décor. Est-ce que c'est un décor d'hôtel? Est-ce que c'est un décor qui concerne une partie de l'édifice? Est-ce que c'est un décor qui concerne l'ensemble de l'édifice? Les datations, donc avec je ne sais plus comment on appelle ça en informatique, enfin des outils qui permettent de glisser, voilà. Je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a un terme. Donc datation calculée, datation proposée. Et puis on peut aussi, alors non, je vais peut-être vous montrer ça directement. Donc là, hop, attendez. Voilà, donc par exemple ici, à Noyon, voilà, cathédrale Notre-Dame, il y a 2 décors. Donc on peut interroger par exemple le deuxième. Donc on a des fiches qui apparaissent. Voilà, avec tout ce qu'on veut comme information. Donc ça, c'est la fiche du décor, mais on peut aussi remonter à la fiche de l'édifice. Voilà, donc là, je n'ai pas encore mis d'image là-dedans. C'est pas très rempli, mais ça, c'est la fiche de l'édifice. Et puis à l'intérieur de la fiche du décor, on trouve les motifs. Donc c'est vraiment emboîté. Donc ici, des motifs de fleurettes et toutes les images donc, peuvent être vues avec des zooms. Bon, ça prend un petit peu de temps parce que là, on est en Wi-Fi, mais voilà. Donc c'est Mirador, c'est un outil qui est très performant pour zoomer dans les images. Voilà, et donc on peut aussi faire une interrogation à partir des motifs. Si je veux chercher les occurrences d'un motif en particulier, eh bien, voilà, on peut chercher. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup d'images. J'ai mis Panchon, voilà. Donc, par l'intermédiaire d'un motif, on voit où se trouve ce motif. Et donc, à chaque fois, il est situé également dans l'édifice. Voilà, donc elle est encore en train d'être testée. La prochaine étape, c'est la formation de quelques chercheurs qui souhaitent participer à cette, quand je dis la formation, c'est la transmission, on va dire plutôt, de tout ce qu'il faut faire pour remplir ces fiches.
Et puis, je travaille en parallèle donc, à monter la suite du projet, c'est-à-dire trouver de l'argent pour que tout le monde puisse se rassembler et avoir des sous pour voyager, enregistrer toutes ces données. Et puis, bien sûr, prévoir les études qui vont derrière, parce qu'il est bien entendu qu'une base de données n'est qu'un premier outil qui permet de réfléchir. Voilà. Ça va marcher. Avez-vous des questions sur ce que Laurent ou moi-même avons présenté ? Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, le civil est tout à fait pris en compte. Oui. Tout type de contexte à partir du moment que c'est bâti. À partir du moment où c'est bâti, pardon. Non, mais c'est bon. Voilà. C'est les décors monumentaux. Donc, et comme il y a beaucoup de gens qui travaillent sur des contextes variés, ça permet de faire lien. Sachant que pour tout ce qui est motif, polychromie architecturale sur laquelle j'ai plus particulièrement travaillé, il n'y a pas de différence entre le religieux et le civil, en fait, hein. Ni entre une cathédrale et des cisterciens. Voilà. Oui, Maude. Merci, c'est qu'un début. Merci, je le redis avec le micro, bravo. Tu n'as pas de problème avec les droits d'image en fait, parce que... Alors, ça c'est une très bonne question. Bah oui, c'est notre problème à nous pour rendre accessible après la base de données. Oui, alors j'ai consulté le service juridique de mon université sur le sujet. En fait, à partir du moment où ce sont des édifices publics, normalement ça ne doit pas poser problème outre mesure. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prévenir les propriétaires, donc souvent les communes, hein, quand ce sont des églises. Voilà, les prévenir, leur envoyer un mail en leur expliquant quel est le projet. S'ils s'y opposent, ils ont évidemment tout loisir de s'y opposer. À partir du moment où on les a prévenus du projet, et voilà, s'ils ne s'y opposent pas, c'est que c'est un accord tacite, en fait. Donc ça, c'est ce qui a été proposé. Pour ce qui est privé, c'est vrai que c'est un petit peu plus délicat, donc il faut un peu discuter avec les gens, mais de la même façon, avoir un accord clair qui est posé par écrit à un moment. Voilà, normalement, ça devrait être acceptable. Mais c'est sûr qu'un propriétaire privé peut s'opposer à ce que son patrimoine apparaisse dans une base de données, bien sûr. En l'occurrence, alors pour les images, ce sont des images qui ne sont pas commerciales. Il n'y a évidemment qu'une visée scientifique. Donc, on ne tire pas d'argent, hein. Il y a un peu une jurisprudence pour des cas où des sociétés avaient utilisé des images d'une commune et puis la commune ne gagnait pas d'argent, mais la société oui. Donc bon, là, ça avait créé quelques remous. Mais à partir du moment où nous n'allons pas gagner du tout d'argent, ça ne devrait pas poser problème. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je voulais dire autre chose, mais c'est... Oui, non, c'est ça. Ce que je veux dire aussi, c'est que donc dans Nakala, d'ailleurs tous les outils Humanum, hein, ils s'appuient sur le concept de science ouverte, donc qui est maintenant qui relève de la loi, hein, de 2016 pour la République numérique. Donc l'objectif, c'est vraiment de partager les données, de n'en tirer aucun profit, puisque c'est scientifique, et de partager. Nakala fonctionne sur ce système-là. Eurist est un outil gratuit. Donc voilà, on est dans cette lignée-là finalement, où on travaille gratuitement. Et dans Nakala, on peut... il y a quand même les droits qui sont indiqués, mais ce sont des droits... c'est les droits... Comment ça s'appelle ? Creative Commons, voilà, merci. Donc moi, à chaque fois, j'ai noté pas d'utilisation commerciale, réutilisation de la même façon. Enfin voilà, donc c'est-à-dire que ces images sont mises à disposition à condition évidemment que personne n'en tire profit et que tout le monde l'utilise dans un domaine scientifique. Donc a priori, ça devrait être OK. Oui, Georges. Merci. Oui, tout ça est un sujet très délicat dont nous avons eu l'occasion de débattre ici et ailleurs, effectivement, parce que ce que tu as dit, c'est très clair, effectivement, et là, tu as parlé du droit du propriétaire de l'image, mais l'image est faite par une personne. Oui, il y a le droit de l'auteur qui vient se superposer à tous les autres droits, effectivement. Alors, le sujet est assez délicat, parce que si on veut bien protéger le
construire dans un domaine public, accessible à tous, comme tu as dit, etc., c'est qu'il y a le souhait, évidemment. Ça demande aussi avoir un accord clair avec les différents fournisseurs de photos. Oui. Que ce soit scientifique, que ce soit toi quand tu fais tes photos, que ce soit X, Y, Z. Donc il faut que ce soit clairement identifié qui l'a fait tout ça. Oui, tout à fait. Alors, de toute façon, dans Nakala, en fait, quand on met une image, comme il y a beaucoup de métadonnées dans Nakala, il y a à chaque fois le créateur de l'image qui est mentionné, qui possède les droits. Et donc, comme on dit quel droit de Creative Commons on choisit, ben voilà, le droit, enfin, la personne qui a fait l'image est tout à fait mentionnée, l'auteur de l'image, toutes les données sont là. Voilà, c'est parfait, mais ça demanderait d'être attentif, parce que c'est vrai. Et pris dans notre élan ou une image, puisqu'elle est faite dans la bonne volonté de la donner au public, on ne pense pas à signaler l'auteur de la photo. Ah non, si, là, justement, l'avantage d'utiliser Nakala et de ne pas mettre les images directement dans le RIST, c'est que l'image est associée à de nombreuses métadonnées, et parmi les métadonnées obligatoires, il y a 5 données obligatoires, il y a le créateur de l'image. Donc ça fait vraiment partie, c'est obligatoire en fait. Oui, c'est obligatoire. Voilà, c'est obligatoire, de la même façon que de donner la licence, de choisir la licence. Voilà, c'est obligatoire. Donc moi j'ai choisi une des licences les plus restrictives, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas de réutilisation commerciale, mais il y a réutilisation scientifique sans problème. Mais tout ça c'est prévu dans Nakala, c'est bien fait.